Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science et la philosophie moderne vous guident vers une vie meilleure. Je suis Landry Simo, professeur, scientifique de l'esprit et philosophe du cœur. Et si le bonheur, loin d'être une lumière à poursuivre, n'était qu'une illusion douce, une sorte de cage dorée qui nous prive de notre véritable grandeur. Imaginez un oiseau. Il pourrait choisir de voler dans les cieux, affrontant les vents violents, ressentant chaque courant d'air comme un défi qui sculpte ses ailes. Mais au lieu de cela, il reste dans une cage, bercé par la sécurité tiède, par une sorte de confort qui lui évite toute lutte, tout effort. Cet oiseau, il est heureux, du moins en apparence. Mais est-il libre? Ressent-il cette plénitude, ce frisson de se dépasser, de vivre pleinement chaque battement d'aile? C'est cette question que Friedrich Nietzsche nous force à affronter. Sommes-nous en quête d'un bonheur qui nous libère ou alors d'un bonheur qui nous endort? C'est la question qu'il nous pose. Nietzsche ne voyait pas le bonheur comme un idéal à atteindre. Au contraire, il considérait la quête même de ce bonheur, tel qu'on le définit généralement, confort, stabilité, absence totale de douleur, comme une trahison de ce que nous sommes profondément. Une trahison. Il voyait en cela une forme de médiocrité spirituelle, une abdication face à notre potentiel. La vie, disait-il, n'est pas faite pour être vécue dans une paix stagnante, mais dans une tension constante, une lutte qui nous pousse à nous surpasser, à nous transformer, à transformer chaque obstacle en tremplin vers une version supérieure de nous-mêmes. C'est comme ça qu'il le voyait. Il écrivait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Mais cette phrase, souvent simplifiée à outrance, porte une vérité plus profonde. Dans la pensée de Nietzsche, selon lui, la vie n'est pas dans un état d'être, mais un processus de devenir. Chaque souffrance, chaque lutte est une opportunité de transcender nos limitations, de nous approcher de ce qu'il appelait la volonté de puissance. Mais cette volonté de puissance n'est pas une recherche de domination des uns sur les autres, mais point du tout. C'est ce que les gens pensent, mais en réalité, c'est complètement erroné. C'est une domination sur soi-même, un élan vital pour se surpasser, pour créer quelque chose de grand à partir du néant, à partir du chaos. Dans cette perspective, Nietzsche méprisait les philosophies qui faisaient du bonheur une fin en soi. Il critiquait l'hédonisme, cette quête incessante de plaisir et d'évitement de la douleur, comme une forme de faiblesse, de résignation, un renoncement à l'essence même de la vie. Pour lui, le plaisir est éphémère, superficiel, une distraction qui nous éloigne de la véritable grandeur. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il écrit « Vous dites que le bon et le juste vous procurent du bonheur, mais moi je vous dis, c'est dans l'injustice de l'effort et dans le chaos du devenir que réside votre grandeur. » Très puissante cette phrase. Mais pourquoi cette obsession du confort? Pourquoi préférons-nous la cage dorée au vent incertain de la liberté? Nietzsche y voit une peur fondamentale, une incapacité à affronter le chaos de la vie. Il ne s'agit pas seulement de souffrance physique, mais de ce qu'il appelait le nihilisme passif, une résignation, un vide intérieur que nous comblons par des plaisirs faciles, par des routines rassurantes, au lieu d'affronter les questions existentielles qui définissent même notre humanité. Il disait « L'homme préfère vouloir le néant que de ne rien vouloir du tout ». Autrement dit, à l'immensité et à l'incertitude de la vie, nous choisissons souvent ce qui nous semble tangible, même si cela signifie renoncer à notre potentiel qui, lui, est infini. Mais alors,
Que reste-t-il de ce bonheur que nous cherchons tant? Nietzsche ne le rejette pas complètement, mais il le redéfinit. Le véritable bonheur pour lui n'est pas dans un état, mais une trajectoire. Il se trouve dans le processus même de dépassement de soi, dans la lutte pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas l'absence de souffrance, mais l'acceptation de celle-ci comme un élément essentiel de la vie. Une vie sans lutte, pour Nietzsche, est une vie incomplète, stagnante, une mort déguisée. Donc, la souffrance n'est pas un mal à éviter, mais une force créatrice, un outil pour forger notre identité, pour nous élever au-dessus de nous-mêmes. Et pourtant, cette idée choque, elle dérange. Nous avons été conditionnés à voir le bonheur comme un droit, comme une récompense. Mais Nietzsche nous pose cette question dérangeante. Et si ce bonheur que nous poursuivons avec tant d'ardeur était précisément ce qui nous empêche de vivre? Et si la véritable plénitude ne se trouvait pas dans la paix, mais dans le tumulte, dans cette tension entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir? Imaginez un instant que chaque obstacle dans votre vie n'est pas une barrière, mais une invitation. Une invitation à grandir. Une invitation à vous transformer, à découvrir une version de vous-même que vous n'auriez jamais imaginée. C'est là, dans cette lutte, que Nietzsche voyait le sens de la vie. Pas dans un bonheur facile, mais dans une joie profonde, celle d'être pleinement vivant. Alors, la question reste ouverte. Que préférez-vous? La cage dorée ou alors les cieux incertains? Le confort de l'immobilité ou alors l'ivresse du mouvement? Peut-être après tout, le bonheur n'est pas ce que nous croyons. Et si Nietzsche avait touché à une vérité que la science moderne commence seulement à comprendre, une vérité ancrée non pas dans l'idée simple ou simpliste que la souffrance nous rend forts, mais dans les mécanismes profonds qui sculptent notre esprit lorsque nous affrontons le chaos, les difficultés. La science nous révèle désormais que la lutte, loin d'être un fardeau à éviter, est inscrite dans la structure même de notre cerveau, dans les circuits qui régissent notre croissance, qui organisent notre résilience. Lorsqu'un être humain fait face à un défi, une région essentielle du cerveau entre en jeu. Elle s'appelle l'insula. Cette région, souvent associée à la perception de la douleur, joue un rôle central dans notre capacité à transformer cette douleur en compréhension. Lorsque nous ressentons une souffrance intense, l'insula enregistre cette expérience et l'associe à un processus appelé la réévaluation cognitive. En termes simples, cela signifie que notre cerveau tente constamment de donner un sens à cette souffrance, de la traduire en leçon, en opportunité et donc en élan pour avancer, pour s'améliorer. Mais il y a plus. Chaque défi active également le cortex singulaire antérieur, une région qui régule les conflits internes et nous aide à persister malgré les obstacles. C'est comme si notre cerveau était conçu non pas pour éviter les luttes, mais pour les résoudre, pour évoluer grâce à elles. Des études récentes et très rigoureuses montrent que des personnes qui surmontent régulièrement des défis développent des connexions plus robustes entre cette région et le cortex préfrontal, donc juste derrière le front, qui est le siège de la prise de décision et de la planification. Je l'appelle le directeur général du cerveau. Donc, ces connexions renforcées leur permettent de mieux naviguer dans les situations complexes, exactement comme Nietzsche l'avait imaginé. Non pas comme des victimes du chaos, mais comme des sculpteurs de leur propre destin. Des sculpteurs de leur propre destin. Mais ce processus ne se limite pas au cerveau. Il s'étend
à un niveau plus profond, à un niveau cellulaire, à travers un phénomène fascinant appelé l'hormèse. L'hormèse est un principe biologique vraiment fascinant, selon lequel une exposition modérée à un stress améliore la résilience d'un organisme. Par exemple, lorsque nous exerçons nos muscles, nous créons de minuscules déchirures dans les fibres musculaires. Et cette déchirure, loin de les affaiblir, déclenche un processus de réparation qui rend ces fibres plus fortes. Pratiquant moi-même du football à un niveau, on va dire, avancé, 3 fois par semaine, je sais très pertinemment que lorsque je me blesse à un endroit, eh bien, cet endroit-là est en quelque sorte immunisé, car le processus de cicatrisation le rend plus solide, plus robuste. Donc, notre cerveau fonctionne de manière similaire. Chaque échec, chaque douleur, chaque lutte, lorsqu'ils sont affrontés avec courage, renforce notre esprit de la même manière que l'entraînement renforce notre corps, renforce notre muscle. Mais pourquoi? Alors cherchons-nous si désespérément à éviter la souffrance? Pourquoi? Une réponse se trouve dans une dynamique subtile mais puissante appelée le biais de conservation d'énergie mentale. Il faut comprendre, il est essentiel d'ailleurs, que notre cerveau est câblé pour minimiser l'effort et maximiser notre survie. Cela est d'ailleurs la principale mission de notre cerveau en tant qu'humain, assurer notre survie et en deuxième position, assurer notre reproduction. Et d'ailleurs, je me surprends souvent à dire qu'à y regarder de plus près, il s'agit en réalité d'une même mission, car assurer notre survie individuelle est le seul moyen de garantir la survie de notre espèce. Donc, cela signifie que notre cerveau préfère les solutions faciles, les chemins de moindre résistance. Et cependant, cette préférence pour le confort court-circuite souvent notre capacité à grandir. C'est ainsi que Nietzsche avait raison. Trop de confort nous rend faibles. La science moderne le montre. Elle montre que l'absence de défi peut même conduire à un déclin cognitif, une sorte d'atrophie mentale où notre esprit, privé de stimulation, perd sa capacité à innover, sa capacité à grandir, sa capacité à s'adapter. Il faut vraiment qu'on le comprenne. Un autre aspect fascinant réside dans ce qu'on appelle en neurosciences l'effet de contraste hédonique. Nos expériences de plaisir et de douleur sont intimement liées. Elles ne peuvent être comprises que l'une par rapport à l'autre. Par exemple, le goût d'un fruit est infiniment plus délicieux après une longue journée de jeûne. De même, une victoire n'a de sens que parce qu'elle succède à un effort. Et d'ailleurs, elle a encore plus de sens lorsqu'elle succède à un échec ou même à une série d'échecs. Cela soutient directement l'idée que, selon Nietzsche, la souffrance est non seulement inévitable, mais essentielle à la création d'une vie riche de sens. Elle est essentielle. Et pourtant, tout ceci n'est qu'une partie de l'histoire. Car la science, aussi fascinante soit-elle, ne répond pas à la question fondamentale que Nietzsche nous pose. Que faisons-nous de notre souffrance? Qu'en faisons-nous? L'acceptons-nous comme une simple donnée biologique ou alors l'utilisons-nous comme un outil pour nous élever nous-mêmes, pour nous transformer? C'est ici que nous, en tant qu'êtres pensants, entrons en jeu. C'est ici que commence la véritable réflexion. Mais avant de vous donner ma propre pensée à ce sujet, il y a d'autres mécanismes biologiques, encore plus fascinants, que vous devez absolument comprendre. Et je vais donc vous en parler tout de suite. Car le cerveau, ce chef-d'œuvre d'adaptabilité, ne s'arrête pas à ces mécanismes visibles que j'ai présentés tout à l'heure. Lorsqu'il est confronté à des défis prolongés, une autre dimension fascinante entre en jeu. Je vais donc d'abord vous parler des oscillations gamma. Ces rythmes rapides qui traversent nos réseaux neuronaux comme des éclairs dans une tempête. Les oscillations gamma surgissent précisément
lorsque nous faisons face à des problèmes complexes ou même à des situations de stress élevé. Ils agissent comme un chef d'orchestre, synchronisant différentes régions du cerveau pour transformer, je dis bien transformer le chaos en ordre, la confusion en solution. C'est dans ces moments où tout semble perdu que naissent parfois nos plus grandes idées, nos éclairs de génie. Nietzsche, bien que sans la science moderne, avait intuitivement compris cela. Les moments de lutte ne sont pas des interruptions de la vie, mais son essence même, le terrain fertile où germe notre véritable potentiel. C'est bien comme ça que je le vois. À un niveau plus profond encore, je vais vous parler d'un mécanisme encore plus puissant, la synaptogenèse. La synaptogenèse dynamique. Un processus où le cerveau, sous l'effet du stress ou même de l'effort, forge de nouvelles connexions neuronales dans des environnements complexes. Chaque épreuve, chaque défi affronté active cette capacité de synaptogenèse dynamique. C'est comme si notre esprit redessinait sa propre carte, adaptant ses chemins pour devenir plus efficace, plus résilient. Et cela ne se limite pas au jeune cerveau. Même à l'âge adulte, ce processus continue, rappelant que la capacité de transformation est inscrite en nous, peu importe où nous sommes dans la vie. Donc Nietzsche aurait pu dire que cette synaptogenèse est l'expression biologique même de la volonté de puissance, concept qui lui était particulièrement cher. Il ne s'agit pas seulement du cerveau ou même des neurones. À l'échelle de tout le corps, le phénomène d'hormèse nous révèle une vérité fascinante. Ce qui nous stresse nous rend plus forts. J'aime à dire que les seules épreuves de la vie qui ne nous rendent pas plus forts sont celles qui nous ôtent la vie, sont celles qui nous tuent. Et même là, d'ailleurs, juste avant de passer l'âme à gauche, on est devenu plus fort. Prenez les muscles. Quand ils sont soumis à des micro-lésions lors de l'effort physique, ils se reconstruisent plus robustes, plus forts. Mais cette vérité s'étend aussi à notre esprit. Chaque défi cognitif, chaque lutte émotionnelle agit comme un entraînement mental, nous rendant plus adaptables, plus ingénieux. Nous devenons, au sens propre, des versions renforcées de nous-mêmes. Il faut vraiment qu'on le comprenne. L'un des aspects les plus intrigants réside dans ce que l'on appelle en neurosciences et même en psychologie d'ailleurs, l'effet de contraste hédonique. C'est un effet qui, moi particulièrement, me fascine. Imaginez ceci, une simple tasse de thé chaud a un goût plus réconfortant après une longue marche dans le froid. Après une soif étouffante, les premières gorgées d'eau nous procurent une utilité bien plus grande que les suivantes. Donc, je parle d'utilité, donc petite clarification conceptuelle. L'utilité, c'est un terme utilisé en économie pour désigner la satisfaction. Donc, par exemple, lorsque vous mangez un repas après 1 ou même 2 jours de jeûne, vous avez l'impression que c'est le chef le plus étoilé au monde qui l'a cuisiné. Et ce contraste entre l'inconfort et le réconfort amplifie notre perception du plaisir, de l'utilité. De même, dans la vie, les moments de bonheur ne prennent leur pleine intensité qu'après des périodes de lutte. C'est un jeu subtil entre la douleur et le plaisir, entre effort et récompense, que notre cerveau orchestre sans même que nous en soyons conscients. Avant que sans péril, on triomphe sans gloire, disait l'autre. Donc encore une fois, semblait avoir perçu cette vérité, Nietzsche. Le bonheur ne peut exister qu'en opposition à la souffrance. Sans ombre, la lumière perd tout son éclat, tout son sens. Enfin, la science contemporaine nous parle d'un concept puissant, mais souvent oublié. Je l'ai personnellement nommé neurobiologie de l'incertitude productive. Lorsque nous nous trouvons dans une situation incertaine,
notre cerveau entre dans un état de vigilance accru. Ce stress, souvent inconfortable, active des régions comme l'amygdale et même le cortex préfrontal pour évaluer les risques, mais aussi pour générer des solutions créatives. Donc c'est donc dans cette incertitude que nous redoutons tant, que, eh bien, en réalité, un terrain fertile pour l'innovation se crée. Nietzsche voyait dans cette tension entre le connu et l'inconnu le terreau de la création. C'est dans ces moments où nous avançons à l'aveugle, sans garantie de succès, que nous découvrons de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons de vivre. Et pourtant, malgré toute cette découverte fascinante, la question fondamentale, que faisons-nous de cette souffrance demeure? Comment transformons-nous ces mécanismes biologiques en vérité existentielle? C'est ici que Nietzsche et la science se rejoignent pour nous laisser face à une responsabilité inévitable. La souffrance n'a pas de sens en elle-même. Elle n'en prend un que si nous choisissons de lui en donner un. La souffrance ne prend un sens que si nous décidons ou choisissons de lui donner un sens. C'est là que commence notre véritable voyage, non seulement comme individu, comme personne pensante, mais comme des êtres pensants et créateurs de notre propre destin. Mais alors, que faire de cette souffrance? Que faire de tout ceci? Nous avons vu comment Nietzsche démolit l'idée conventionnelle du bonheur et comment la science éclaire ses institutions. Mais maintenant, il nous revient de répondre à une question essentielle. Et c'est là que je vais vous donner mon avis. Que choisissons-nous de faire de notre souffrance, de nos luttes et donc de notre propre chaos? Je crois profondément que la réponse réside dans une réconciliation. Une réconciliation entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à devenir. Nietzsche avait raison, sans nul doute. La souffrance est inévitable, mais elle est surtout une opportunité. Mais pas une punition, ni même une malédiction, mais une invitation. Une invitation à transcender nos limites, à regarder le chaos droit dans les yeux et à trouver une forme de beauté dans ce chaos. Nous ne pouvons pas fuir la douleur, mais nous pouvons la transformer. Nous décidons du sens qu'elle prend dans nos vies. Je me souviens d'un moment dans ma propre vie où tout semblait s'écrouler. C'était une période de doute, une période d'échec, une période d'incertitude, où chaque jour était une lutte pour avancer. Mais en regardant en arrière, je réalise que c'est précisément dans cette obscurité que j'ai trouvé la lumière. Ce n'est pas en cherchant à échapper à mes douleurs que j'ai grandi, mais en les affrontant, en leur donnant un sens. Donc Nietzsche l'a dit, celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Et c'est cela, je crois, la clé. Trouver un pourquoi, un but, quelque chose qui nous donne une signification à nos luttes. Mais cette transformation ne se fait pas seule. La souffrance, pour qu'elle devienne un levier, doit être comprise, elle doit être apprivoisée. Et c'est là que la science et donc la philosophie se rejoignent. La science nous donne des outils pour comprendre comment notre cerveau, notre corps réagissent aux défis. Mais la philosophie nous offre la sagesse nécessaire pour transcender ces réactions, pour ne pas rester prisonnier de nos instincts. L'un sans l'autre est incomplet, indubitablement incomplet. Nous avons besoin de la rigueur de l'esprit scientifique, mais aussi de la profondeur, de la finesse du cœur philosophique. Il y a une chose que je voudrais également que nous retenions. La souffrance n'est pas une fin en soi. Nietzsche ne nous invite pas à glorifier la douleur, mais à l'accepter comme un passage, comme un chemin vers quelque chose de plus grand. C'est en traversant le feu que l'acier devient une lame.
c'est en traversant le feu que l'acier devient une lame. De la même manière, c'est en embrassant nos luttes que nous forgeons notre caractère, notre identité. Chaque cicatrice, qu'elle soit physique ou même émotionnelle, raconte une histoire, une preuve que nous avons vécu, que nous avons résisté, que nous avons grandi. Alors, posons-nous cette question. Qu'est-ce que nous évitons en ce moment? Quelle lutte fuyons-nous parce qu'elle nous semble trop grande, trop douloureuse? Et si au lieu de la fuir, nous décidions de l'affronter? Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour nous prouver à nous-mêmes que nous sommes capables de plus. Parce qu'en fin de compte, il faut l'avouer, ce n'est pas le bonheur facile qui nous rend vivants, mais cette joie profonde qui naît lorsque, nous savons que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, que nous avons transformé l'adversité en force, la douleur en sagesse. Donc, Nietzsche nous offre une leçon, mais c'est à nous de l'interpréter, c'est à nous de la vivre. La science nous montre le chemin, mais c'est à nous de marcher. Et si nous devons retenir une chose de tout cela, c'est que la vie, avec ses chaos, avec ses souffrances, avec son lot d'incertitudes, est un terrain fertile. C'est là que réside notre pouvoir, notre liberté. Choisir de transformer chaque obstacle en une étape vers la grandeur. Alors, aujourd'hui, que choisissez-vous? Que choisissez-vous aujourd'hui? Restez-vous dans la cage dorée du confort ou osez-vous ouvrir la porte, affronter le vent et voler plus haut que vous ne l'auriez jamais cru possible? Peut-être que le bonheur n'est pas dans un état ou n'est pas un état, mais une direction, une lumière que nous portons, non pas malgré nos luttes, mais à travers nos luttes. J'aime dire que la vie est un poème que nous écrivons avec nos épreuves et nos triomphes. Alors, écrivez avec courage, écrivez avec grandeur, transformez chaque douleur en une ligne de beauté, chaque lutte en une strophe de puissance. Et n'oubliez jamais, le bonheur, le vrai, n'est pas donné. Il est créé, il est forgé dans le feu de nos choix. Le bonheur n'est pas ce que nous trouvons, mais ce qui reste quand nous arrêtons de chercher. Ce n'est pas une destination, mais une manière de marcher. Merci de votre intérêt pour la science et la philosophie.